Chapitre 1. Quelques heures à peine après l'incident, l'homme se réveilla dans une cabine de fer, qui semblait être une cellule remorquable. Il se leva quand la douleur lui reparut. Elle était si intense qu'il faillit retomber sur le sol rouillé. Sa plaie traversait sa joue de haut en bas. Elle était d'un rouge écarlate, mais recouverte d'un épais film de boue et de crasse. La douleur lui brûlait le visage entier, et l'on pouvait percevoir des grognements à chaque respiration. Malgré sa blessure, il parvint à rester debout quelques minutes, avant que l'énorme porte de fer ne s'ouvre brutalement, projetant contre le mur de la étroite cellule. L'officier parut, le visage à la fois attristé et sévère. L'homme que tu as frappé se nommait Arthur Dupré. C'était un jeune volontaire, un jeune loyal envers son empereur, un jeune que tu as tué. Les paroles du gradé paraissaient étrangement puissantes en l'homme, comme s'il éprouvait un semblant de tristesse, sentiment vite oublié à travers les prochaines paroles de l'officier. Tu mérites la mort, mais l'on ne m'a pas accordé ce privilège en raison du faible effectif de la garde nationale. Cependant, et je m'en réjouis, on a accepté de me laisser vous désigner une place de choix lors de l'assaut de Vienne. Vous serez le premier homme à affronter l'ennemi, seul face à une armée. Ne tentez pas de vous enfuir sur le champ de bataille, ce seront vos propres camarades qui vous abattront. En attendant, vous resterez croupir dans cette cellule, sans boire ni manger, et si par miracle vous survivez, vous savez ce qui vous attend. Le gradé referma la porte sur ces dernières paroles. Il avait été sec et direct dans son esprit. Peut-être pour cacher l'empathie et le chagrin provoqué par les cris, sanglots lointains du frère, auquel on venait également d'apprendre le décès du jeune garde. Après une seule soirée dans le cachot, un second officier vint libérer l'homme. Il ouvrit la porte et, d'un ton plein de regret, lui lança « Tu es libre, pour l'instant. On a attrapé des éclaireurs russes. On a besoin de la caravane. » L'homme sortit de sa cage, qui fut aussitôt réempruntée par un groupe de 3 soldats russes en tenue grise. Ses piètres mines. Un d'eux était blessé au bras gauche. Sa plaie avait été pansée par un linge blanc, maintenant enduit de son sang. Ils étaient menottés avec des cordes épaisses et noués par un solide nœud. Un d'eux échangea un regard avec l'homme. Le Russe avait un air de mépris et de désespoir, tandis que le Français était horrifié. Les soldats ennemis entrèrent à contre-cœur sans pour autant opposer la moindre résistance. Ils s'assirent en cercle sur le fer gelé de la caravane pénitentiaire et, en prenant bien soin de verrouiller la porte, les gardes français ordonnèrent à l'homme de s'éloigner en le mettant en garde. « N'est pas parce que t'es libre que tu fais ce que tu veux. Ça change rien à ta sentence de te faire massacrer à Vienne. Profite bien de tes derniers jours. » L'homme s'éloigna, toujours d'un air inquiet et démangé par la douleur. Il traversait les allées, coupant les axes principaux des déplacements. Bientôt, il se mit à courir. Il courut aussi vite qu'il put, jusqu'à arriver à la tente de ses camarades précédents. « Les Russes se sont fait attraper. On est dans la merde s'ils réussissent à les faire parler, » dit l'homme essoufflé par sa course. « On sait, c'est les gars de notre régiment qui les ont pris. Ils étaient venus pour nous délivrer. Le plan du pillage de Vienne, » répondit celui qui paraissait être le chef du groupe, un grand barbu à la jambe de bois. « On va les empêcher de parler. Si on se rate, c'est fini pour nous, » lança un autre. « Il suffit de les libérer, » s'exclama un quatrième, celui-ci plus petit mais sûrement le plus âgé des 4. « Pour que les autres les reprennent et qu'on nous dénonce directement ? Pas question, » répondit sèchement le barbu. « Trouvez quelqu'un qui a les autorisations pour ouvrir les caravanes et le problème sera réglé, » conversa l'homme. « On te fait confiance. Le départ pour Vienne a été retardé. Tu n'auras que demain soir pour opérer. J'ai un homme dans ma poche aux caravanes. Il t'aidera. Je l'informerai de ta venue. » Il reprit son chemin, mais fut interrompu par un clairon. « La cantine est ouverte !» À la seconde où ces mots furent prononcés, les gardes nationaux se ruèrent par dizaines sur une grande et longue tente, semblable à un chapiteau. L'homme entreprit de les suivre. C'était agglutiné tels des abeilles à l'entrée d'une ruche. Tous se bousculaient à l'entrée du réfectoire. D'autres gardes, à l'uniforme beige cette fois, régulaient le flux de garde à l'accès du chapiteau. Quand ce fut finalement son tour, un des hommes à l'uniforme beige l'arrêta. « Ticket !» Il lui donna un bout de papier, avec dessus inscrit son nom. La feuille était gribouillée et déchirée en son centre. Le garde acquiesça, et il put finalement entrer. Des larges et longues tables étaient disposées dans le sens de la longueur sous cet immense chapiteau. Une longue queue figurait devant ce qui semblait être la cuisine. On ne savait pas si c'était pour obtenir sa portion, pour se réchauffer au coin du grand feu. Quoi qu'il en soit, quelques-uns qui en revenaient portaient à distance de leur nez une plâtrée de ce qui devait être le repas du jour. La magritte à l'odeur répugnante.
C'était probablement cela qui les forçait à porter le plat hors d'atteinte de leur odorat. Bien que les attablés semblaient dégoûtés de leur nourriture, la faim l'emportait sur la répute. C'était leur seul et unique repas du jour. Et, dans les rudes conditions qu'ils devaient braver chaque jour, ils seraient capables d'ingérer les pires immondices, tant que ce serait réchauffé et calé. Un des cuisiniers appela au suivant. L'homme s'avança. Un lui pointa du doigt une pile de bol assiette. Il en attrapa une, l'attendit au cuisinier, pour qu'on l'emplisse de cette même mixture malodorante. L'autre lui jeta un bout de pain ranci. Il arriva en plein dans son assiette. Il se dirigea à l'extrémité gauche d'une des tables, à l'écart des autres, mit plusieurs secondes à se décider à manger, puis, pris par la faim, se jeta sur sa portion. Le pain était redevenu mou. Il avait en quelque sorte mijoté dans la plâtrée grisâtre. Il continua avec le plat. Il crut reconnaître le goût des haricots blancs. Mais le doux souvenir de cette saveur fut rapidement éliminé par le goût de terre et insoutenable du repas. D'autres regards vinrent s'asseoir proche de lui. Ils dialoguaient comme s'ils étaient seuls. L'un d'eux jeta un rapide coup d'œil vers l'homme, mais fut repoussé par le répondant agressif du regard de celui-ci. Un autre sembla l'avoir reconnu. Il murmura à ses collègues. « Regardez, c'est lui, l'homme qui a agressé le jeune. » Ils se mirent à discrètement observer l'homme. Certains d'un regard curieux, d'autres craintifs, et un, en particulier, d'un air de mécontentement. Un certain qui eut la maladresse de le traiter de pathétique. L'homme avait entendu. Il eut la grâce de se maîtriser. Était-ce une once de bon sens? L'homme avait fini de manger, mais pour on ne sait quelle raison, il ne quitta pas la cantine. Il semblait attendre quelque chose. Plusieurs minutes passèrent. Certains quittaient le chapiteau, d'autres arrivaient. C'était un flux presque infini. On ne comptait plus depuis le nombre d'hommes engagés dans la garde nationale. Heureusement, une cantine était prévue pour chaque session d'unité. Sinon, il aurait fallu plus d'un jour et une nuit pour ne serait-ce que distribuer un seul repas. Les voisins de table de l'homme quittèrent en groupe la tablée. Il les suivit, prit le soin de laisser passer 2 ou 3 autres gardes entre eux. Une fois dehors, la traque continua. Quand le groupe tournait à gauche, il tournait à gauche. Quand il virait à droite, l'homme virait à droite. Quand il s'arrêtait, l'homme s'arrêtait. Malgré son apparence reconnaissable, le groupe ne s'était pas rendu le moins du monde rendu compte de la poursuite dont il était victime. La nuit commença à tomber. La lune se fit une place dans le ciel. Cette nuit-là, elle était si grande et lumineuse que toute la clairière était éclairée. L'homme tenta une approche, se glissa discrètement derrière une tente voisine au groupe. Celui qui l'avait tantôt insulté parla. « À la tente, je vous rejoins, je vais pisser. » Le groupe se scinda. D'une part les 4 qui se rendaient à leur dortoir, de l'autre le détesté de l'homme. Le haï se dirigea vers le bloc de forêt le plus proche. C'était probablement une des zones les plus sombres et embrumées du campement. Une fois à l'écart, il se mit bien en face d'un tronc et baissa son pantalon. C'était l'occasion pour l'homme de se venger. Il sortit un couteau dissimulé dans un fourreau placé sous sa tunique, et, masqué par le ululement incessant d'une chouette voisine, s'approcha dans le dos de l'autre. Soudain, il coupa le sifflotement de sa cible en lui assénant un coup de couteau en plein dos. La tête du détesté se releva les yeux écarquillés et la bouche grande ouverte. Bouche dont émana un faible gémissement de douleur, vite masqué par la main de l'assaillant. Un second coup de couteau fut donné, mais on ne sait exactement. Il faisait à présent complètement nuit. Le cadavre gisait en position assise contre le tronc d'un grand sapin, le buste recouvert par le sang coulant du trou béant que l'attaque laissa sur le corps. Le mort avait les yeux ouverts, laissant voir une vision presque horrifique de ces bois à chaque soupçon de lumière sur ce visage. L'homme, sûrement satisfait, quitta les lieux en prenant garde à ne pas se faire entendre, rangeant son arme illicite dans sa cachette.